Sénat. Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Questions aux sénateurs, votre émission hebdomadaire de Public Sénat et d'Acropolis. On reçoit un sénateur ou une sénatrice qui répond à vos questions. Cette semaine, on a le grand plaisir d'accueillir Éric Kerrouche. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Écoutez, très bien. Bien arrivé, bien installé? Pour l'instant, ça va. Super, tant mieux, on va passer une heure ensemble. Ok. On va passer une heure ensemble, vous allez répondre à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, vous allez répondre à vos questions, puisque c'est vous qui avez préparé les questions avec moi qu'on va poser à notre invité. Et c'est vous qui, là, sur le chat, pouvez discuter avec nous et poser vos questions à Éric Kerrouche. Bienvenue si vous nous regardez sur Acropolis sur Twitch, bienvenue si vous nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT, et bonjour aussi à vous si vous nous écoutez en podcast. On va parler de vous, Éric Kerrouche, on va faire votre portrait, mais avant ça, je voudrais qu'on aborde un sujet d'actualité chaude, si je puis dire, ce fameux accord européen. Ce week-end, les chefs d'État des 27 États membres se sont retrouvés pour discuter et tomber d'accord sur un accord pour un plan de relance de 750 milliards d'euros post-Covid. La première question, c'est une question qui est posée par Loua et qui vous demande, est-ce que vous trouvez cet accord historique? Je ne vais pas le... On va voir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va voir dans quelques années si vraiment cet accord aura été historique. Parce que là, pour Emmanuel Macron, c'est tout vu. Oui, d'accord. Bon, alors, je vais plutôt vous donner ma position que celle d'Emmanuel Macron, mais sérieusement, je pense qu'on verra si ça va changer radicalement la façon dont l'Europe fonctionne, si ça va lui donner l'impulsion qui est nécessaire. En tout cas, c'était un pas nécessaire, c'était un pas, je pense, qui était attendu, et si ce pas n'avait pas été franchi, je pense que tout simplement le projet européen en tant que tel se serait effondré. Donc c'est un pas dans la bonne direction. Il n'y a pas toutes les solutions, il n'y a pas toutes les options, mais c'est déjà pas mal. Le fait de réussir à convenir ensemble d'une mutualisation de la dette, le truc était impossible, les Allemands ne voulaient pas en entendre parler jusqu'à il y a encore un an. Ça, c'est pas une avancée pour le socialiste que vous êtes? Honnêtement, c'est une avancée considérable. Maintenant, il y a le fait aussi que comment va être financée cette dette? Quid du remboursement? Alors jusqu'en 2058, mais comment ça va se passer? Est-ce que les ressources propres? Est-ce que l'Europe, ou pas, un jour, va avoir des ressources propres qui soient à la hauteur des défis qu'elle doit relever? Moi, je pense essentiellement au numérique. Et puis, taxer les GAFA, les géants du numérique. Ouais. Taxer les GAFA, taxer les grandes fortunes, c'est aussi une possibilité. La taxe carbone à l'extérieur de l'Europe. Mais oui, il faut des ressources propres pour l'Europe. Il faut donner des moyens. Parce que, je veux dire, c'est plus possible. L'Europe est un nain politique. Et à côté, on a des grosses plaques. On a la Chine, qui n'est pas toujours un ami, enfin, c'est pas toujours une amie, et on a les États-Unis. Et nous, on ne peut pas être réduits à nos petits pays historiques. Il faut qu'on ait quelque chose en commun. C'est la seule façon, c'est notre seule façon d'exister. Je ne l'ai pas précisé en vous présentant, mais Éric Kerrouche, vous êtes sénateur socialiste des Landes. Ouais, personne n'est parfait. Oui. Ça arrive à des gens bien. On va en discuter après. Je reviens du coup sur ce sujet-là. Une question qui vous est posée par Isotolo qui vous demande, est-ce que les frugaux, ce sont les méchants de l'Europe? Les frugaux, ce sont ces États plutôt d'Europe du Nord qui ne sont pas franchement fans de l'idée d'aider les pays les pays du Sud et de mutualiser la dette. Oui, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Est-ce Suède, que c'est les méchants de l'histoire? En tout cas, ils peuvent avoir raté un rendez-vous. Et je pense qu'on aurait pu le rater à cause d'eux. Et ça aurait été vraiment un problème. Je pense qu'à un moment donné, on est embarqué dans le même bateau. Et croire que, par exemple, les problèmes en Italie et en Espagne n'auraient aucune conséquence pour les pays du Nord, c'est une erreur. Là aussi, c'est une erreur. Donc je pense que, enfin, en acceptant, avec des conditions, et puis des conditions avantageuses d'ailleurs pour eux, ils ont commencé à prendre la mesure des choses. Donc voilà, ils ne feront pas complètement les bad cops. Une question de Céphalo qui vous demande dans quel secteur clé, selon vous, il faudrait investir ce plan de relance? Encore une fois, je sais que c'est la tarte à la crème, mais enfin, il faudrait pratiquement une éco-conditionnalité de manière systématique. Si on veut... C'est peu ou prou ce qu'a dit Bruno Le Maire en expliquant qu'il fallait de la croissance verte. Mon Dieu. Justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous répondez à Bruno Le Maire? Non, je répondrai simplement que, encore une fois, sur les 390 milliards de subventions, il n'y a pas un fléchage absolu, alors qu'il devrait être complet pour l'intégralité de ces subventions. Si on veut changer de modèle, c'est en faisant des investissements qui doivent être
massif. On doit changer de modèle de développement. Et en même temps, c'est ce qui nous permettra de faire mieux. Donc il faut absolument aller vers cette éco-conditionnalité. Il y a Glarpin qui vous demande que beaucoup voient dans cet accord un pas vers le fédéralisme européen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée-là. Et sa deuxième question, surtout, c'est ne faudrait-il pas un peu demander l'avis aux populations? Ça fait référence au référendum de 2005. D'abord, je pense qu'on ne peut pas faire un référendum un jour et dire le lendemain à la population, vous avez mal compris. En gros, changer le peuple. Ça, ce n'est pas possible. C'est tout simplement peut-être qu'il y avait un mauvais projet. Il faut peut-être simplement se dire ça. Donc, la négation du référendum de 2005, de son résultat, ça a été une erreur fondamentale qui fait que ça a aidé à douter un petit peu plus de l'Europe. Après, je pense qu'il faudrait que l'Europe ait plus de pouvoir. Et ce n'est pas parce que l'Europe a plus de pouvoir que la France serait remise en question. Ça, j'y crois pas du tout. Alors ça voudrait dire quoi? Une Europe qui a plus de pouvoir pour vous? Ça veut dire quoi? Lever l'impôt? D'abord, il y a des petits trucs qu'il faut lever. Je pense que la règle, on a vu encore que la règle de l'unanimité, c'est la règle aussi du chantage collectif. C'est un petit peu comme dans l'intercommunalité au niveau local. Je vais vous demander de préciser ce qu'on entend par là pour les gens qui nous écoutent. Il y a des décisions en Europe sur les matières les plus importantes qui doivent être prises tous ensemble, à l'unanimité. Et donc, bien sûr, quand on a absolument besoin de l'avis de quelqu'un, forcément, il peut poser ses conditions, y compris s'il est tout petit, et y compris s'il ne fait pas forcément d'efforts. Si lui-même, par exemple, est un paradis fiscal comme le Luxembourg. Donc, on dépend de cette unanimité, alors que je pense qu'une majorité très qualifiée, des 2/3, voire des 3/4, permettrait qu'on aille plus loin et mieux ensemble, parce que c'est la perspective pour moi. Je vous ai entendu parler d'intercommunalité, on en parlera tout à l'heure. Il y en a qui proposent aussi, quand j'échange avec les internautes, il y en a quand même pas mal qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de rembourser cette dette? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement annuler la dette? C'est une bonne question en ce moment, mais enfin, je veux dire, quand tous on a une dette, le plus simple, c'est qu'elle soit effacée. C'est sympa quand on doit de l'argent. Le problème, c'est qu'en général, on doit de l'argent à quelqu'un. Et que, en gros, cette créance, elle peut poser un problème à l'autre. Si on annule cette dette, ça peut poser des difficultés parce qu'il y a des contreparties. En revanche, il y a une discussion en ce moment qui consisterait à dire, tiens, ce n'est pas une dette, mais c'est une rente perpétuelle qu'on n'a pas besoin de rembourser. Et dans ce cas-là, d'une certaine façon, on neutraliserait la dette tout en reconnaissant les droits qu'elle accorde à ceux qui détiennent cette dette. Et ça serait sans doute une meilleure solution. Mais la remise à zéro, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a Simon qui vous demande, du coup, est-ce que c'est raisonnable d'investir des milliards dans le secteur aéronautique qui est à l'encontre des engagements environnementaux? Ça, c'est vraiment une vraie question. On pense à Airbus et Air France. On pense à Airbus, on pense à Air France, mais on pense aussi à peut-être notre mode de vie. On parlait tout à l'heure avant l'émission, on peut le dire. Oui, bien sûr, des vacances. Je ne sais pas si tout le monde sait que vous partez en vacances à Barcelone, donc je donnerai le numéro et. S'il vous plaît. Voilà, j'y vais en train, je précise tout de suite, j'y vais en train. Ça sera avec plaisir, non, mais sans rire. Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est normal d'aller pour 20 balles à Barcelone sur un low cost par rapport au coût réel, par rapport à la consommation de l'appareil? On s'est mis dans un mode de vie de tourisme de masse, mais ça a des conséquences. Alors après, est-ce que pour autant, il faut priver le secteur aéronautique d'innovation qui lui permettrait éventuellement de rattraper son retard environnemental? Je ne crois pas. Mais le fait d'arbitrer, par exemple, si vous êtes à moins de 2 heures de Paris, si vous avez besoin d'y aller et que vous y allez en train et que vous n'avez plus l'avion, est-ce que c'est un vrai problème? Je ne crois pas. En revanche, il ne faut pas oublier que certains territoires français ne sont pas vraiment bien reliés au reste de la France et que l'avion reste un moyen de développement aussi. Pensez à l'outre-mer notamment. Oui, mais il y a des départements, on en parlait tout à l'heure aux questions au gouvernement, comme les Pyrénées-Orientales, où il y a des vrais problèmes de connexion. Donc, c'est toujours pareil, c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a là aussi, il y a une question d'éco-conditionnalité de ces aides apportées
à l'aéronautique, qui ne doivent pas être absolus. Une question de Simon qui demande, pardon, d'Aurélien qui vous demande l'augmentation des taxes. Est-ce que ce n'est pas de l'écologie punitive? Ça fait référence à ce qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines, notamment sur la Convention citoyenne pour le climat. La taxation carbone, c'est l'écologie punitive. Il ne faut pas punir les gens, il faut encourager. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Je pense que tant qu'on présentera l'écologie sous l'angle d'une taxation, ça sera vécu comme quelque chose de punitif. Quand on est quand on n'a pas les moyens de s'installer dans le centre-ville, et ça se généralise en France parce que les métropoles se développent, et du coup, le prix de l'immobilier gonfle et ça envoie une partie de la population à l'extérieur. Et quand on a besoin absolument de sa voiture pour aller à son travail et s'entendre dire que c'est de sa faute s'il y a de la pollution alors que c'est la seule façon de pouvoir vivre, ce n'est pas recevable. Et je crois qu'il faut repenser l'intégralité de tout ça. En revanche, le cabotage, par exemple, quand on voit le trajet que font certaines de nos denrées, certains de nos yaourts, il faut aussi se dire qu'il y a des transports en trop. On va parler de vous, Éric Kerrouche. On va faire votre portrait un petit peu. Vous êtes né en 1967 à Lille. Ouais. Où est-ce que vous avez grandi? Alors, j'ai grandi à Lille dans un quartier populaire qui s'appelle Oisem. J'ai grandi dans un milieu très populaire. Ouais. Vos parents faisaient quoi? Mes parents, ma mère était vendeuse, mon père était ouvrier, puis après il a été représentant de commerce. On habitait dans une petite cité qui existe toujours, et donc j'étais entre la cité où habitaient mes parents et ma grand-mère qui habitait dans le quartier d'Oisem. J'ai grandi là et je suis parti de Lille quand j'avais 18 ans. Donc pour aller faire vos études à Bordeaux? Oui, D'accord. Parce que vous avez fait Sciences Po Bordeaux? voilà, parce que j'ai raté Sciences Po Paris. C'est vrai? Oui, je me suis endormi pendant une épreuve. C'est Non. pas vrai. Si, c'est vrai. Ah bah racontez-nous ça, c'est génial. C'était quoi comme épreuve? C'était l'épreuve de culture générale. J'ai oublié le sujet. Alors, ceci étant, je peux me la jouer. Il n'en demeure pas moins que j'aurais raté parce que j'ai eu les notes des autres épreuves que j'avais passées. Donc, Ah bah d'accord, ok. j'aurais pas eu le concours. Mais j'avais beaucoup bossé pour le concours de Sciences Po Paris. Et donc, je m'étais dit quand même, je vais vous raconter l'histoire, c'est assez amusant. Parce que, en fait, j'allais en vacances. La plupart du temps, on avait des amis à Soulac. Soulac, qui est une petite commune que j'adore, qui est une commune de Gironde, magnifique, qu'on connaît là à cause de l'érosion du trait de côte. Et il y a un copain qui m'avait dit quand même, t'es sûr d'avoir Paris, mais bon, va t'inscrire à Bordeaux, on ne sait jamais. Et en fait, en allant une fois à Soulac, je suis passé m'inscrire à Sciences Po Bordeaux, mais j'étais tellement fort que c'était évident que j'y allais simplement pour Paris. Et donc, voilà, j'ai donc fait mes études à Bordeaux. Toutes mes études à Bordeaux. J'ai fait... Alors, vous avez une double licence de droit et de lettres modernes. Oui, j'ai fait... Oui, bon, ça c'était mon délire de... Enfin, j'aimais beaucoup les... J'aimais beaucoup les études. Ah bah vous n'en êtes jamais vraiment reparti, Ce n'est pas une perversion particulière, c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. Donc j'ai fait droit, lettres et Sciences Po. Ouais. Et après, j'ai fait un doctorat. Et alors là, deuxième coup de bol, normalement, une fois qu'on a fait sa thèse, j'ai réussi le concours du CNRS. Le CNRS ne nous remet jamais dans le laboratoire dont on est issu. Donc à savoir, moi, Bordeaux. Et en fait, moi, j'étais renommé à Bordeaux, ce qui n'arrive jamais. Et pourquoi ça n'arrive jamais? Parce que quand on a fait sa thèse dans un laboratoire, en général, c'est mieux d'aller apporter ses compétences et d'avoir d'autres expériences dans un autre laboratoire d'une autre ville. Et moi, j'ai été réattribué à mon laboratoire. D'accord. On est allé un peu vite en besogne. Moi, d'abord, je voulais vous demander, avant de faire Sciences Po Bordeaux, vous vouliez faire quoi plus tard, quand vous étiez lycéen, collégien? Comment vous voyez plus tard? Me dites pas sénateur, je sais que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bah non. C'est pas vrai du tout. Je sais, honnêtement, je peux pas. Non, si, je me souviens parce que j'avais à l'époque deux passions. Donc, j'étais fasciné par les vétérinaires, comme tous les gamins, j'imagine.
Enfin, les animaux, les machins, Ouais. voilà. Et il y avait ça, on a visité, je me souviens avoir visité un cabinet de vétérinaire. Et puis, il y avait ma deuxième passion qui a failli être mon métier, à savoir l'informatique. Mais j'étais pas assez fort en maths. Donc, et j'ai failli quitter les études à un moment parce qu'il y a un copain qui a ouvert une boîte d'informatique à Lille qui a cartonné. Et donc pendant un petit moment, je faisais mes études et j'étais aussi d'ordinateurs. Pour les connaisseurs, à l'époque, c'était essentiellement, on faisait des Atari ST. Belle machine, au demeurant. Et Simon qui vous demande, est-ce que cette passion pour les études, c'est pas plutôt un rejet du monde du travail? Alors non, parce que en fait, vu, j'allais dire, le milieu d'où je venais, pour faire mes études, il fallait que je travaille pas mal. Enfin, peu importe, pour des conditions familiales, j'ai été boursier. Et en fait, non, j'ai dû travailler pour pouvoir poursuivre mes études en plus de la bourse euh, parce que mon père est mort quand j'étais juste au début Mm. de mes études et que ma mère n'avait pas les moyens de subvenir. Donc j'ai travaillé pas mal pour faire des études. Donc Ouais. D'accord, c'était pas un d'accord. rejet, voilà, on a tous des phases dans la vie, c'était mon intérêt du moment. Et donc vous êtes chercheur, vous l'avez dit, doctorat en sciences politiques en 1997. La Ouais. thèse que vous avez défendue était sur le corps préfectoral, Et ouais. en l'occurrence. On va en parler de ça aussi, parce que Ouais. voilà, vous êtes un spécialiste des notions de décentralisation, euh, politique territoriale, les élus locaux, etc. Vous le dites. Et je vous le dis, je vous le dis. J'ai tout de suite une question. Vous avez fait une thèse sur le corps préfectoral, une question qui est posée par Bozobek qui vous demande est-ce que vous avez un mot sur le préfet l'allemand? On a appris ce matin qu'il était a priori confirmé, contrairement à ce qu'a dit le Canard enchaîné. Le préfet l'allemand, préfet de police de Paris, très décrié pour sa gestion des mouvements, notamment des Gilets jaunes. Ok, donc le préfet allemand, il est préfet de police. Ouais. D'accord. Donc, comment on va dire ça? Pour faire simple, Paris est la seule ville où le maire ne dispose pas du pouvoir de police. Donc, depuis la commune de Paris, on a toujours eu peur que depuis la tentative de révolution avortée, et d'ailleurs, avec le massacre qui s'en est suivi, on a toujours eu peur du statut de Paris. Et donc du pouvoir que ça donnerait à la personne qui dirige Paris de disposer également de la police, puisque Paris est aussi la capitale. Quand on crée le maire de Paris, on recrée le maire de Paris en 1977, donc il y a le maire, qui a les pouvoirs politiques habituels, mais il n'a pas les pouvoirs de police qu'ont les autres maires. Donc déjà, c'est un préfet particulier. Le préfet, il ne sert pas à ça dans le reste du pays. Il est certes, il y a des questions de sécurité, mais il représente avant tout l'État, il représente également le gouvernement. Il fait fonctionner les services déconcentrés de l'État sur le territoire. Ce n'est pas le cas du préfet de l'Allemand, qui est, lui, dans une logique uniquement policière. Et que j'apprécie assez peu, pour être clair. Je ne pense pas, encore une fois, que... Pas humainement, politiquement. Humainement, je ne le connais pas, mais je n'apprécie pas sa gestion de l'ordre public. Parce que je pense que sa gestion de l'ordre public rajoute de l'huile sur le feu. Et je pense que, encore une fois, un pouvoir quel qu'il soit doit pouvoir aussi entendre la contestation et penser que la contestation uniquement peut s'arrêter avec des logiques policières. Je crois que c'est une erreur politique tout court. Vous avez adhéré au PS en 1993. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? J'étais et je suis encore viscéralement contre le Front National. C'était à l'époque le sens de mon engagement. Je ne crois pas, encore une fois, aux logiques d'exclusion au sein d'une société. Je pense que c'est dangereux. Je pense que les thèses racistes, par essence, sont plus que dangereuses. Elles sont nocives. C'est le poison dans une société. Et c'était plutôt une réaction. Et le Parti socialiste correspondait à mon engagement. Il y a Bob Laplonge qui vous demande est-ce que ça existe encore le Parti socialiste?
on est dans une situation où, et je peux le comprendre d'ailleurs, hein, enfin, je veux dire, quand j'ai des copains qui se sont engagés plus tôt que moi dans le MJS, etc. Moi, j'y suis venu plus tard. Alors, c'est vrai que les partis politiques ont pendant un moment été la seule porte d'entrée vers le monde politique et que tout ça a été remis en cause. Oui, mais là, c'est Et je pense que ça particulièrement la sert. question est sur le PS. Entre Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, je veux dire, le Parti Socialiste, est-il Ben, encore la grande maison commune de Mitterrand non, mais le Parti socialiste, il a essuyé une défaite incroyable qu'il a ébranlée dans son existence même en 2017, en partie d'ailleurs à cause de décisions qui ont été prises pendant le précédent quinquennat. Tout n'a pas été rose, sans jeu de mots. Et donc, voilà, le parti. Oui, je peux comprendre qu'on pense que mais je crois fondamentalement qu'il n'y a pas que les partis, il y a ce qu'incarnent les partis. Mais voilà, moi je pense que l'égalité, ça a encore un sens, la solidarité aussi. Alors, quand on parle comme ça, c'est des mots qui semblent tellement, tellement plats, quoi. Et pourtant, c'est ce que je pense qu'on doit porter. Il y a des valeurs de droite, il y a des valeurs de gauche. Ces valeurs de gauche, elles doivent être incarnées, et par tout le monde. Je revendique pas le fait qu'on est les seuls à devoir porter ça. Laurent Geoffrin, l'ancien patron de Libération, Oui, se lance en politique. Il a lancé un mouvement avec une tribune qui fait un peu parler d'elle en ce moment. Je ne sais pas à quel point elle fait parler d'elle, mais bon, on en parle, notamment puisqu'il y a un peu une forme de voilà d'OPA sur le Parti socialiste. Une question qui vous est posée par l'Auvergne. très Allez-y. belle question, ça. C'est quelle question? Il croit au mérite ou à la chance? Est-ce que vous croyez au mérite ou à la chance? Une question qui est posée par l'Auvergnate. C'est vraiment une question intéressante, ça. Je pense que la chance, je pense que la chance aide je pense que la chance aide le talent. Mais, mais que, au départ, on peut avoir tout le mérite du monde. Mais on peut être dans des conditions où on ne peut rien faire contre la situation dans laquelle on est. Et justement, pour répondre à ce que vous me disiez avant, la gauche, elle est là pour ça. Elle est là pour égaliser les choses, pour faire en sorte que tout le monde ait une chance. Alors, l'initiative de Laurent Geoffrin est-elle de gauche, du coup? En tout cas, l'initiative de Laurent Geoffrin et de Laurent Geoffrin. C'est déjà bien. Je ne sais pas ce qu'il veut faire exactement. Alors, Mais d'ailleurs, il y a une question qui vous est posée, justement. Est-ce qu'il va ressusciter François Hollande? Parce qu'il y a beaucoup qui disent quand même que c'est Laurent Geoffrin qui est en train de créer les conditions pour un retour de François Hollande en politique. alors, je suis personnellement athée, donc je crois assez peu en la résurrection, forcément. Ça, c'est une première précision. Donc, pour le reste, je ne sais pas ce que veut faire Laurent Geoffrin. J'ai lu son texte, il est intéressant, mais moi, il faut arrêter de s'éparpiller, que chacun dise dans son coin à tout le monde, ouais, alors je fais mon truc, mais par contre, il faut qu'on se rassemble parce que c'est quand même ça le plus important. Donc, on va le faire différemment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rassemble, qu'on propose des idées, que les gens y croient ou pas, mais qu'on propose des idées. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, on doit incarner quelque chose. Parce qu'on a quelque chose à incarner par rapport à une politique qui est menée depuis 3 ans, que je combats tous les jours, parce que je pense qu'elle est fondamentalement injuste socialement, avec des conséquences sur les gens qui sont graves. Est-ce que vous y croyez à l'union de la gauche pour 2022? Sans y croire, est-ce Je- qu'elle est souhaitable? Vous avez l'air de dire que oui. Non, mais c'est pas ça. C'est que, voilà, il faut arrêter d'être les plus bêtes du monde. Enfin, moi, je veux bien qu'on qu'on regarde passer les trains en sachant, en se déterminant pour savoir qui c'est le plus fort. Et encore, je suis poli dans Mmh. l'expression, mais je veux dire, à un moment donné, il y a de deux choses l'une. Ou alors, euh, on est dans le discours. Et en fait, encore une fois, on se fout de ce qui se passe dans la vie des gens tous les jours. Ou on part de là et on a eu pas mal, quand même, on a eu pas mal d'éruptions Mmh. pendant ce début de quinquennat. On prend ça vraiment au sérieux
Et on a une absolue nécessité de s'unir. Parce que si on ne le fait pas, ce sera encore plus catastrophique. Mais c'est mon opinion. Vous avez été, mais vous êtes là pour l'exprimer. Merci. Absolument. Vous avez été donc élu municipal à Cap-Breton. Vous avez été président de la communauté de communes Oui. de Marmaine, Audour, Côte-Sud. Adour, Côte-Sud. Max. Max. Ah ouais, MACS. Oui, Max. Max. Max la menace. Vous avez été conseiller régional d'Aquitaine et sénateur depuis le 1er octobre 2017. C'est ça. Comment on devient sénateur? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes devenu présentateur de télé? Je veux dire, non, mais ça s'est passé comment dans le parcours politique? Tout le monde ne devient pas sénateur. Vous, ça s'est fait comment? Vous avez été appelé, vous avez fait campagne, vous avez... Je n'ai pas été appelé. Non, mais pas ce genre d'appel-là. Mais je n'ai pas été appelé. Je dis ça parce que je reçois des sénateurs avec plaisir chaque semaine et il y a 1 milliard de manières de devenir sénateur. Chacun m'a raconté des histoires différentes. Et vous, Éric Kerrouche? Moi, d'abord, je crois pas au cumul long dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai donc été élu en 2001. Je suis devenu la communauté de communes. J'ai participé à sa mise en place. Ça a été mise en place au 1er janvier 2002. Je suis devenu conseiller communautaire en 2004. En 2008, je suis devenu président de la communauté de communes. Donc, pratiquement 2 mandats, un petit peu moins, puisque j'ai dû m'arrêter au nom du cumul de mandats, ce qui est une très bonne chose. Je crois que à la fin de ce mandat, de toute façon municipale, je me serais arrêté. Parce que je pense qu'il faut s'arrêter. C'est compliqué, parce que j'aimais beaucoup, et je l'aime toujours, ma communauté de communes. Il y a plein de choses qu'on a pu faire, et je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Donc pas cumuler dans le temps. Je pense que 3 mandats, et on fait autre chose, c'est très bien. D'accord. Et donc, je savais qu'il fallait que je m'arrête. Et il y a une chose que je ne voulais pas faire, c'est devenir député. Ça tombe bien, parce que j'en ai jamais eu. Pourquoi ne pas devenir député? Pourtant, il y en a plein qui en rêvent. Hein. Alors, c'est toujours pareil. Je l'aurais fait dans l'absolu. Sauf que, vous l'avez dit, je suis universitaire. Et j'ai toujours vu, dans le travail que je fais dans les recherches sur la décentralisation, que le travail de réflexion au Sénat est beaucoup plus important que celui qui est fait à l'Assemblée. À l'Assemblée, on est quand même dans le show-off, dans la mise en scène, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas au Sénat parce que c'est aussi de la politique. Je dis juste que le travail de réflexion du Sénat est important et que donc j'ai toujours cherché à être sénateur. J'ai d'ailleurs été le suppléant de mon prédécesseur pendant le précédent mandat. Ça indiquait quelque chose. C'était vraiment ce que je voulais faire parce que d'abord, c'est important de représenter les territoires à Paris. C'est très bien d'être dans des métropoles, tout ça, mais c'est bien de porter les territoires à Paris et de réfléchir sur ces territoires. C'est pour ça que je suis devenu sénateur. Je voulais porter mon petit département des Landes, ce qu'on porte dans ce département, ce qu'on vit dans ce département, je voulais le ramener aussi ici et servir aussi en étant parlementaire. Je pense que les territoires doivent exister nationalement. Il y a Dart qui dit c'est très intéressant, il a vraiment réfléchi au Sénat versus Assemblée nationale. Oui. C'est vrai que je dois vous dire que mes invités présentent rarement les choses comme ça, en disant j'ai voulu venir au Sénat pour défendre les territoires. Ils sont tous très contents d'être au Sénat pour défendre les territoires, mais ça a rarement été le fruit d'une réflexion en disant moi l'Assemblée nationale très peu pour moi, ce qui m'intéresse c'est le Sénat. Encore une fois, bon, après je suis un petit peu atypique de ce point de vue-là, parce que Tant mieux. Je travaillais comme universitaire. Je l'ai dit dans une autre interview, en fait, je suis devenu mon propre objet de recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que je travaillais sur la décentralisation et j'ai écrit des bouquins et des articles sur les parlementaires en France et en Europe. Donc je savais à peu près de quoi je parlais. Et c'est ça qui m'a mené vers le Sénat, même si c'est une élection au suffrage indirect, même si on n'a pas le même pouvoir que l'Assemblée nationale. Alors les territoires, parlons-en, le nouveau Premier ministre Jean Castex n'a que ce mot à la bouche. Ouais. Territoire, territoire, territoire. Il l'a martelé notamment à l'occasion... Pas avec le même accent que vous, mais... Ouais. Non, il n'a qu'un accent bien plus terroir que moi, pour le coup. Il a notamment plaidé pour les territoires dans sa déclaration de politique générale. Vous, en tant que sénateur, est-ce qu'il vous a convaincu? Non. Non? Non. Mais là, encore une fois, moi, en politique, j'ai des adversaires. Voilà. Mais je suis pas sur le...
je suis pas sur le mode de l'ennemi à massacrer. Moi, j'aime bien qu'on objective les choses et qu'on donne des arguments, qu'on se mesure sur les arguments, et qu'à partir de ça, avec nos convictions, on s'affronte. Alors, quels sont les arguments qui ont manqué à Jean Castex pour vous Ce n'est pas convaincre? les arguments qui ont manqué à Jean Castex. C'est pas Jean Castex mon problème, c'est Emmanuel Macron. C'est le fait que c'est Emmanuel Macron qui a nommé Jean Castex. Et que je pense que dans la conception du pouvoir d'Emmanuel Macron, Jean Castex et son gouvernement n'auront pas toute la latitude qui est réclamée justement par l'actuel Premier ministre. Et deux, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait changé. Et trois, je pense que la biographie d'Emmanuel Macron, la façon dont il a fait son hold-up, réussi au demeurant, mais la façon dont il a conquis le pouvoir, le met en porte-à-faux avec les territoires, parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un territoire. Emmanuel Macron, je ne lui reproche pas, il a été façonné par les écoles du pouvoir, il n'a jamais été élu local. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir été élu local pour être président de la République. Non, je dis juste que c'est bien de temps en temps de voir les gens dans la rue, au-delà du périphérique. Donc, c'est-à-dire que Emmanuel Macron manque, selon vous, d'un rapport au territoire qui, Honnêtement, je ne pense pas qu'il sait ce que c'est. Un territoire. Oui, je ne pense pas qu'il sait ce que c'est. Ce n'est pas sa conception des choses. On est dans une conception extrêmement verticale, sans doute la plus verticale qui a jamais été vécue sous la Ve République. Et je crois que pour lui, le territoire est un support abstrait. Alors après, je ne le connais pas, donc, mais sa vision, elle est faussement intéressée par les territoires. Voilà. Il y a une loi qui est très attendue, notamment par les sénateurs, c'est la fameuse loi 3D, promise par le gouvernement pour la rentrée, décentralisation, déconcentration, différenciation. Est-ce que je peux vous demander, vous êtes universitaire, est-ce que je peux vous demander dans un effort de pédagogie? C'est vrai, excusez-moi, mais Macron, il a fait un tour de France pendant les Gilets jaunes dans les assemblées citoyennes. Oui. Mais, enfin, j'ai été membre du truc, il y a eu un comité de suivi du grand débat. Et d'abord, qu'est-ce qu'on en a fait du grand débat? Il y a eu des idées, et ça a été une bonne idée au demeurant. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu la conférence de presse d'avril, 25 avril 2002. Ouais. D'accord, mais est-ce qu'on se souvient tous ensemble de la richesse, de l'effervescence qu'il y a eu à un moment donné? Il y a eu des cahiers de doléances, etc. Alors, bon, ça tombe bien parce que je suis chercheur, donc ça servira aux chercheurs dans l'avenir. Mais je veux dire, moi, ce que j'ai vu faire, moi, j'ai vu Emmanuel Macron aller dans les assemblées citoyennes pour prendre la parole et pour haranguer les gens, pas pour écouter. Et ça a toujours été avec lui, pour moi, c'est toujours mon problème. Je ne crois pas qu'on ait raison tout seul sur tout. Donc oui, et c'est la moindre des choses de ce qu'il a pu faire, mais c'était un problème qu'il ait fallu ça pour qu'il y aille. Et qu'il découvre d'ailleurs qu'il y avait des maires sur les territoires. Bon. D'ailleurs, vous pensez que ça en dit aussi long sur Emmanuel Macron et son rapport au pouvoir, ou aussi sur le rapport à la démocratie et à la démocratie locale de la part des Français? Je fais référence au taux d'abstention, qui est quand même très élevé aux élections municipales. Je fais référence au mouvement des Gilets jaunes, qui a aussi montré une vraie défiance vis-à-vis du pouvoir politique. Vous êtes sénateur, vous êtes chercheur sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron n'est pas qu'une des illustrations d'un problème plus profond lié à la démocratie? On peut inverser les choses et je vais vous demander, moi, à la limite, on peut même se poser la question comme ça. Pourquoi il y a encore autant de gens qui viennent voter? Parce que si on regarde les désillusions, on peut comprendre une partie du taux d'abstention. Ce que je vois, après, on ne va pas trop discuter de ça parce que vraiment, c'est un sujet sur lequel j'ai un petit peu travaillé. On pourrait rester longtemps là-dessus, mais au deuxième tour des municipales, qu'est-ce qu'on a découvert? Tout simplement le fait que c'est essentiellement les communes les plus peuplées dans lesquelles il restait à voter. Eh bien, on s'est aperçu que le taux de participation varie de 50 à 75% en général en France, et que dans les métropoles, effectivement, ça vote moins. Et comme il n'y a que celle-là qui votait, forcément, ça a illustré de manière crue ce phénomène qui serait passé inaperçu, parce que c'était la même chose la dernière fois. Alors, effet Covid mis à part. Effet Covid mis à part, on vote moins dans les grandes villes que dans les plus petites. Ça veut dire aussi que le vote est important, mais
j'ai l'habitude de dire que les gens, ils ne sont pas dans la démocratie à éclipse. C'est quoi la démocratie à éclipse? C'est le fait que vous arrivez, vous votez, et puis il y a une éclipse pendant 6 ans, et à la fin, vous revotez. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Je crois au système représentatif, mais si le système représentatif n'est pas nourri par des nouvelles expériences, par plus de participation citoyenne, par plus de compréhension et d'échange avec les élus, ça se cassera la gueule tout seul. Je voudrais qu'on revienne pour parler de cette loi, la loi 3D. C'est un petit peu technique, mais pourtant j'ai déjà longtemps expliqué aux gens qui nous regardent ce que c'est que la déconcentration, la décentralisation. Et il y a cette nouveauté qui est promise par Emmanuel Macron et par son gouvernement, la différenciation. L'idée que plusieurs territoires n'auront pas forcément les mêmes compétences, en tout cas leur collectivité. Ça fait beaucoup réagir cette différenciation. C'est attendu par un certain nombre d'élus qui disent le souhaiter, le vouloir, en fonction des profils de territoire, d'autres qui craignent cette différenciation. Je pense notamment à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon, mais globalement à tout ce qu'on appelle les Jacobins, qui voient un risque de mise en concurrence des régions les unes par rapport aux autres. Okay. Quelle est la position du chercheur que vous êtes et du sénateur également d'ailleurs sur cette question-là? Faut-il différencier les territoires? Ils sont déjà différents. La vraie question, c'est est-ce que l'État central est efficace partout et assure les mêmes conditions à chacun, quel que soit l'endroit où il est? La réponse, on l'a, c'est non. C'est non. Moi, je crois que la solution vient par les territoires, par les solutions qui sont trouvées par les associations, par les citoyens localement. Il y a plein d'initiatives en France dont on ne parle pas, qui sont prises dans tous les domaines, et par les gouvernements locaux, qu'il faut démocratiser, on y reviendra sûrement. On est en France obnubilé par l'idée que si l'État n'est pas là, il n'y aura pas d'égalité entre les citoyens. C'est une vue de l'esprit. On a des institutions qui s'appellent de la même façon, mais qui ne font pas les mêmes choses. On a 35 000 communes, mais ces 35 000 communes ne font pas la même chose alors qu'elles ont les mêmes compétences. On a 101 départements et il y a 101 façons de gérer le territoire. On a 13 régions dans l'Hexagone et encore une fois, il y a des politiques fortement différenciées. Est-ce que notre pays a arrêté de fonctionner pour autant? Il y a plein d'initiatives différentes qui sont prises et elles marquent simplement de la créativité, des volontés politiques particulières. Encore une fois, il y a déjà des différences en France. Ce n'est pas la différenciation qui va défaire l'État. Ce n'est pas du tout ça. Pas forcément l'État, mais il y a Michel qui vous demande, est-ce que ça ne risque pas de faire du détriment pour d'autres territoires? Est-ce qu'on ne risque pas de favoriser certains territoires avec cette loi? Non, ça c'est un autre problème. Alors expliquez-nous. C'est important, c'est important cette remarque. Parce qu'il y a le fait que j'ai le droit de prendre des initiatives de manière différente que les autres territoires. C'est-à-dire que j'aurai des compétences en plus que celles exercées. Je le ferai différemment. Mais il y a un autre truc qu'il ne faut jamais oublier. C'est que structurellement, et sans décaler... Alors, je ne remets pas en cause la capacité de gestion du département des Hauts-de-Seine, mais sauf que, encore une fois, structurellement, le département des Hauts-de-Seine, il est riche. Il est structurellement riche à cause, justement, de l'importance des entreprises sur ce territoire, etc. Alors qu'il y a des départements comme l'Aveyron qui sont bien moins peuplés, qui ont beaucoup moins de services et qui en auraient beaucoup plus besoin parce que, justement, c'est un territoire où il y a peu de densité. Mais là, que des initiatives différentes soient prises dans chacun des cas, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est comment on fait la péréquation entre territoires. Et donc, il ne faut pas opposer la différenciation de la péréquation. C'est quoi la péréquation? La péréquation, voilà, la péréquation, c'est ça. Donc, je suis le département des Hauts-de-Seine, et ça, c'est ce que j'ai fondamentalement en plus tous les ans, tout simplement parce que je suis bien placé. Et par contre, il y a le département de l'Aveyron ou de la Creuse
qui structurellement a moins de ressources parce que justement, on n'a pas la même densité, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes liaisons. Et dans ce cas-là, c'est tout simple, c'est ça la péréquation. Le département des Hauts-de-Seine redonne une partie des moyens dont il dispose aux départements ruraux en général. Et ce qu'on a fait là pour un département, on le fait de manière globale pour tous les départements les plus riches qui redistribuent des moyens aux autres. Parce qu'encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont mal, mais ils sont structurellement avantagés alors qu'ils n'ont pas forcément fait les efforts pour l'être. C'est des avantages géographiques, des avantages en termes de population. Donc, ce qui est important en France, c'est qu'on soit, alors on n'est pas exactement là, mais qu'on soit à peu près au même niveau pour que, encore une fois, et ça c'est en ce sorte que je crois à l'égalité républicaine, c'est que, où que l'on soit dans ce pays, on dispose des mêmes droits et des mêmes possibilités. Parce que si ce n'est pas le cas, il y en a structurellement qui se retrouveront en mauvaise situation et d'autres structurellement en bonne situation. Et une société ne peut pas fonctionner comme ça. Merci pour cette explication. Je sais que la péréquation, apparemment, ça a beaucoup, beaucoup plu. Il y a des Aveyronnais d'ailleurs qui sont d'accord avec vous. Il y a une question. Bonjour. Vous avez pris l'exemple des départements. C'est intéressant parce qu'il y a une question qui revient assez souvent. Dish qui vous demande, faut-il supprimer les départements? Grande question. Non, il ne faut pas supprimer les départements. Et le millefeuille c'est une connerie. Expliquez-nous pourquoi. Ça, c'est une connerie. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai pour la Belgique, c'est parce qu'en fait, il y a un problème avec les Flamands et les Wallons. Et donc, voilà, il y a un problème. Si une région s'oppose au fait que l'autre... Oui, c'est-à-dire que le conseil départemental des Hauts-de-Seine n'a pas vraiment envie de donner de l'argent à l'Aveyron. Mais c'est la péréquation. La question, c'est devrait-il avoir le choix en la matière? La péréquation, oui. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on enlève... Vous avez bien vu que je n'ai pas enlevé tous les moyens au département des Hauts-de-Seine. Non, qui d'ailleurs, en fait, c'est un petit peu tronqué parce que le verre du département des Hauts-de-Seine devrait être plus gros. Donc, du coup, je me suis perdu sur le... Non, la question, c'est la suppression des départements. Alors, bon, pour faire simple, quand on regarde, parce que là aussi, c'est une tendance très française, on se regarde le nombril parce qu'on est les meilleurs et les plus intelligents, mais bon, on va essayer de prendre de la hauteur par rapport au nombril. Okay ? Donc, quand on regarde et qu'on compare au niveau européen, tous les grands pays comparables aux nôtres, ils ont 3 niveaux de gouvernement. C'est quoi ces 3 niveaux de gouvernement? Un niveau de proximité, qui gère en général l'urbanisme, le petit développement, la commune. Un niveau de solidarité, qui est en général le niveau provincial, départemental. Et un niveau qui gère l'économie, les infrastructures, le niveau régional. Je veux dire, on n'est pas les seuls. C'est exactement ce qu'on a en France. C'est exactement ce qu'on a en France. On est dans la moyenne, il n'y a pas d'exception. Si on se compare à d'autres pays européens, on est à peu près dans la... C'est pas la peine de se flageller en disant qu'on a un niveau de plus que les autres. Alors après, il y a un autre truc, c'est est-ce que ça coûte cher? Parce que c'est ça, voilà. Donc c'est pas parce qu'on va supprimer les élus au niveau départemental que ça va changer quoi que ce soit dans l'équilibre financier, eu égard à la masse que représente le social. En revanche, qu'on ait une maille de solidarité dans un territoire assez large qui permette de faire justement des égalisations locales, c'est important. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on soit un petit peu plus spécialisé, chacun à chaque niveau. L'Auvergnat, il vous fait remarquer que nous, en France, on a la commune, la communauté de communes, le département, la région et l'État. C'est vrai et faux. Quand on dit on ne peut pas séparer la commune et la communauté de communes. Alors je sais que c'est compliqué. J'ai pris un autre exemple dans un bouquin que j'avais écrit. C'est le siamois. Un siamois, ce qui est d'abord une position en général qui n'est pas très confortable, biologiquement parlant, mais un siamois, c'est 2 êtres en un. Et c'est 2 êtres qui ne peuvent pas se séparer. Et en fait, c'est exactement ce qui est devenu le bloc communal. Commune et communauté de communes. Donc, on ne peut pas dire que c'est 2 niveaux. C'est un niveau qui gère les problèmes de manière siamoise. C'est-à-dire que certaines compétences sont transférées en haut, dans la partie intercommunale, mais elles concernent toujours
le niveau communal. Ce niveau est indissociable, ce bloc communal, ce bloc siamois est indissociable. Donc on ne peut pas compter deux niveaux, d'ailleurs ce sont les mêmes élus. Maintenant, on a un autre problème, et ça c'est quelque chose contre lequel je me bats personnellement, même si je suis encore minoritaire à moi tout seul, mais voilà. Le niveau intercommunal n'est pas assez démocratisé. Je ne sais pas si vous avez, ou si ceux qui nous suivent ont regardé, mais il y a eu c'est pas la majorité, mais ça a existé, un niveau intercommunal. On a eu des résultats pour les élections des présidents et des vice-présidents qui sont venus renverser les tendances qu'on aurait pu attendre. Oui. Un mec de droite qui a été élu alors que ça devait être un mec de gauche qui a été élu alors que c'était un mec de droite. Il y a eu des arrangements politiques et politiciens qui, à mon sens, ne peuvent plus être compris par les citoyens. Ils votent au niveau de leur commune et ils veulent choisir les gens. Il serait normal, pour moi, qu'ils votent pour l'exécutif de la communauté de communes, que les choses soient claires, tranchées, et que ça soit les citoyens qui choisissent, parce que les communautés de communes, d'agglomération, les métropoles ont beaucoup de moyens, et ça serait normal que ça soit un exécutif élu au suffrage universel. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste en charge de la démocratie citoyenne et des institutions. Beaucoup de questions qui m'ont été posées sur ce sujet-là, notamment Simon qui vous demande qu'est-ce que vous pensez du fameux désintéressement des jeunes concernant la politique. Les gens qui nous regardent sont assez jeunes. Est-ce qu'on a une génération désabusée, désengagée, comme on le lit souvent? Non, il y a plusieurs... on va pas... on va faire une histoire abrégée de l'histoire du monde. Si on peut, oui, très abrégée. Donc, oui. de façon très abrégée, on est dans une autre société que les sociétés qui étaient fortement structurées par des discours idéologiques forts. La gauche, la droite, la guerre froide, deux blocs, etc. Bon, donc ça c'est... Mais après, il ne faut pas surestimer l'investissement d'avant des générations précédentes. Parce que là, c'est des histoires qu'on se... J'ai toujours un problème avec les déclinistes. C'était mieux avant. C'est rarement le cas. D'ailleurs, ce n'est jamais le cas. Donc, il y a une entrée dans la vie qui est plus longue. Chacun construit sa vie. Les parcours d'intégration dans la société sont plus longs. Et on pense à ces parcours avant de s'intéresser à des problèmes collectifs. Je ne crois pas qu'il faille porter du coup un jugement de valeur sur les jeunes qui seraient moins citoyens, civiques que ne l'ont été les générations précédentes. Ils utilisent le vote d'une manière complètement différente de leurs aînés. Ça, c'est vrai. Mais utiliser ou pas le vote, mais c'est déjà s'exprimer. Donc, c'est différent, et c'est pas pour ça qu'il faut dire que c'était mieux avant et qu'il faut condamner les générations actuelles. Je veux dire, encore une fois, voilà. Il y a une phrase de La Rochefoucauld que je répète tout le temps et que j'aime beaucoup, c'est que les vieillards donnent de bons conseils parce qu'ils ne peuvent plus montrer le fâcheux exemple. Et c'est exactement ça. Elle est très bien, cette citation. Il y a, parmi les nouvelles formes de politique qui séduisent beaucoup les jeunes, il y a aussi les innovations comme, par exemple, le tirage au sort, la participation citoyenne, etc. Je voudrais vous poser une question sur la Convention citoyenne pour le climat, qui a rendu ses travaux sur la question climatique. Et l'exercice du tirage au sort des citoyens de cette convention n'a pas beaucoup plu à beaucoup de sénateurs que j'ai reçus sur ce plateau. Ouais. Est-ce que vous en êtes, vous, de ces Non. sénateurs qui craignent le tirage au sort, qui ne sont pas très contents, etc. Il faut juste se souvenir que pendant longtemps, le tirage au sort était la règle démocratique et l'exception. Vous parlez de la Grèce antique? Oui, mais même, enfin, je veux dire, En France, le tirage au sort? c'est juste enfin, c'est à partir, on va dire, de la Révolution que vraiment on systématise l'élection comme le seul mode de choix possible. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce que je suis sénateur, titulaire donc d'un mandat représentatif, que ce mandat me confère une omniscience. Et il peut y avoir des dialogues de sourds entre citoyens et élus. Et encore une fois, penser que l'un ne peut pas se nourrir de l'autre, c'est, je pense, une connerie, fondamentalement.
il ne faut pas s'arroger, nous, élus, toute la représentation. Et je crois que le fonctionnement avec, par exemple, sur un projet, je vais prendre un projet structurant localement, que ce projet structurant, eh bien, on donne à une commission tirée au sort pendant un moment, on leur donne tous les éléments, ils jugent pas sur l'émotion. Parce que moi, mon problème, c'est par exemple le Brexit. Parce que ça, c'est un vote sur l'émotion. Mais un vote informé, où des citoyens tirés au sort ont disposé de toutes les informations pour faire des recommandations aux autres, informer les autres citoyens, leur faire l'état des lieux et leur dire ce qu'ils pensent vraiment du problème. Ça, c'est une bonne chose. Ça vient compléter des idées qui sont apportées par les élus. Encore une fois, cette opposition entre démocratie représentative et participative, elle est factice. L'une se nourrit de l'autre, l'une n'est pas exclusive de l'autre, mais encore une fois, on ne peut pas dire que parce que, après tout, qu'est-ce qu'on est sinon des... Enfin, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on est, nous, sinon des gens choisis parmi les autres par l'élection. C'est tout ce qu'on est. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais je veux dire, ça ne donne pas un mandat tel qu'il permet de nier le fait que celui qui est en face et qui n'est pas représentant n'a pas un avis qui est recevable. Je dis juste que donc la Convention citoyenne, ce genre d'expérience, doit être renouvelée et je n'ai pas de crainte à avoir vis-à-vis de ça. Une autre question de Michel qui vous demande, et on en parlait avant de rentrer sur le plateau, vous et moi, la 5e République, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait passer à une 6e ? Donc, depuis peu de temps, je conduis une automatique. Voiture automatique ? Une voiture automatique, et je ne vois plus de différence entre les vitesses. C'est pareil pour la République. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer il n'y a pas besoin de changer de numéro. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. C'est pas un problème de numéro, c'est un problème de fonctionnement. Je pense que, encore une fois, sans changer de numéro de République, on peut tout à fait introduire dans la Constitution des moyens qui feraient que cette République actuelle se reparlementarise, et qu'elle cesse d'avoir une hypertrophie de l'exécutif. C'est cette hypertrophie de l'exécutif qui, je le crois, nous nuit. Et il y a des mesures qu'on a proposées, d'ailleurs, au groupe socialiste au Sénat. Il y aurait des mesures simples à mettre en place pour faire en sorte que, eh bien, on redonne de l'oxygène à cette 5e République. Ce n'est pas le problème d'un changement fondamental. C'est le problème d'une nouvelle conception du rapport à la politique et à l'exécutif. François Hollande avait proposé la suppression du Premier ministre, par exemple. Oui, c'est une connerie. Ouais, c'est ça irait pas dans le sens de ce que vous dites. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que d'abord, je pense que le système présidentiel américain connaît également ses blocages. Bon, après, il y a Trump, mais bon, là, on est ailleurs. Mais je veux dire, moi, je crois plus au système parlementaire qu'au système présidentiel. Et je dis juste que, en gros, si on est sur une jauge qui fait... On a été beaucoup trop loin vers le système présidentiel, qu'on attend tout d'une personne qui, de toute façon, ne pourra pas répondre à tout pendant ces 5 ans. Donc, il faut reparlementariser. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, a une idée qui irait peut-être dans cette direction-là. Il propose de réintroduire une dose de proportionnelle aux élections législatives. Qu'est-ce que vous en pensez ? La gauche aime plutôt la proportionnelle historiquement. C'est un sujet très compliqué. Parce qu'il y a... Non, mais c'est parce que Elle n'est pas simple, cette question, je sais, mais... Parce que, ayant un petit peu travaillé là-dessus, l'introduction d'une dose de proportionnelle telle que le conçoit Emmanuel Macron aurait exactement les effets inverses de ceux qui sont attendus. Mais alors la proportionnelle dans l'idée.
Alors, proportionnel intégral, D'autres l'ont fait, d'autres le font, d'autres le font. d'autres le font, avec des effets parfois compliqués. Israël. Ouais. Où là aussi, l'explosion des voix peut poser une difficulté. Une vraie, en tout cas, ce qui est clair, mais il y a plein d'autres modes de scrutin dont on ne parle pas, des scrutins préférentiels, par exemple. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans notre système, la prime majoritaire, c'est-à-dire le fait que celui qui gagne est plus représenté, pose un vrai souci. Un vrai souci. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Les Français ont une attente particulière vis-à-vis de l'élection présidentielle. Ils participent entre 70 et 75%. Et un mois après, il n'y a plus que la moitié du corps électoral qui participe pour les législatives. Tout simplement parce qu'en fait, les gens ont l'impression d'avoir déjà fait le choix, et ceux qui ont perdu ne viennent pas voter. Et donc ça produit un déséquilibre fondamental où on envoie une majorité très forte qui ne vient en fait que consacrer le président de la République. Ça s'appelle les élections lune de miel. Ouais, alors du coup, il y a une proposition qui marche assez bien, en tout cas une idée qui germe assez souvent dans les discussions que j'ai avec le chat, c'est l'idée d'inverser le calendrier, de commencer par les élections législatives et de faire la présidentielle dans la foulée. Moi, j'ai une autre idée qui est toute simple, c'est de synchroniser les élections présidentielles et législatives. Le même jour. Oui, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, pour le premier tour, en tout cas, on ne sait pas du tout quelle va être la tendance pour le président de la République. Et en plus, il y aurait un autre avantage. D'abord, ça élèverait le niveau de participation pour les députés, ce qui n'est pas pas forcément une mauvaise idée. Hein. Et on n'aurait pas cet effet automatique dont manifestement tout le monde se lasse. On a eu 3 quinquennats, 3 orientations politiques différentes. Et on est dans cette folie. Parce qu'en France, pour le faire simple par rapport à ceux qui nous regardent, il n'y a pas d'évaluation en France. Donc, il y a des politiques qui ont été menées. On s'en fout de savoir si elles ont eu des effets positifs ou négatifs. On arrive avec dans un autre quinquennat qui prend d'autres directions et un suivant qui prend encore d'autres directions sans faire le bilan de ce qui s'est passé parce qu'il faut aller vite, fort et faire des étincelles. Franchement, ça réussit bien pour l'instant. Toute dernière question qui vous est posée par Panot. Vous êtes sénateur des Landes. Est-ce que vous faites du surf? Je fais pas de surf. Je fais un peu de body, mais surtout je nage en mer. C'est un truc que j'adore. Eh ben, on y pensera cet été. Merci beaucoup, Éric Merci Kerrouche. beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. C'était la dernière émission de cette saison. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Merci pour toutes les questions que vous avez posées aux sénateurs et aux sénatrices. Merci à ces dernières et ces derniers d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour remercier les équipes de Public Sénat et je vous dis à la rentrée. Passez un bon été. Ciao.